Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon à l'agriculture. Alors, il y a l'agriculture, mais dans la vie, il n'y a pas que l'agriculture. Image. Ah, si c'est tout à l'heure, Christophe Dominici. Allez, la sortie vers Traille, qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak, qui a du monde à l'extérieur avec Evans, qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'embut. Et c'est français. Quelle relance, quel contre. Oh, c'est bien vu, mais c'est notre mêlée qui est à l'origine de cette action. On a tourné du bon côté pour libérer. 2007, quart de finale de la Coupe du Monde, un moment inoubliable. Cardiff face au All Black, Yannick Josion aplati derrière les lignes. Yannick, l'œil avait souffert, mais c'est des beaux souvenirs. Oui, c'est des beaux souvenirs. D'ailleurs, j'ai eu plaisir à y retourner ce week-end en tant que spectateur et supporter de l'équipe de France pour ce match gagné donc, contre le Pays de Galles au Pays de Galles, qui relance quand même l'équipe de France. Et c'est vrai que j'ai pris du plaisir sur les terrains de rugby. Donc ça a été un aparté dans ma carrière, mais j'avais bien profité avant de retourner un petit peu plus à l'émile agricole. Voilà. Bon, 3 victoires de l'équipe de France, ça veut dire que là, ça y est, les Blacks, on va commencer à mettre des essais un peu derrière les lignes. Oui, mais on a une génération quand même qui est prometteuse, des jeunes joueurs et notamment des Toulousains qui ont du talent, mais aussi qui ont une certaine maturité, ça c'est important, pour des postes clés comme les demi-ouvertures, demi-mêlées. Voilà, donc on peut partir plein de choses là-dessus. Et notamment cet état d'esprit qu'ils ont fait preuve ce week-end, qui est fort parce qu'ils ont montré beaucoup de solidarité dans les moments difficiles. Donc voilà, c'est ça qu'on transpose souvent les valeurs du sport, du rugby, par rapport à ce qu'on a besoin au sein d'une entreprise. Et donc c'est important d'avoir une vitrine comme l'équipe de France qui fonctionne bien. Alors vous savez qu'on peut être député aimer le rugby, mais justement on en a sélectionné 2 face à vous pour être présents ici. Jean-Luc Fugy et Richard Ramos. Jean-Luc Fugy, vous y étiez au match ce week-end? Oui, j'étais au milieu. Alors c'était beau, comment c'est... C'était fort surtout, c'était fort, hein. Puis c'était impressionnant, et puis c'était, comment dirais-je, je pense que l'équipe de France a surtout montré qu'elle était extrêmement solidaire et que le talent individuel c'est bien, mais on a eu vraiment la notion d'équipe parce que quand on voit comment ils se sont, si je peux me permettre, envoyés en défense, je dirais que ça a été assez extraordinaire. Et je pense que même si le match se gagne parce qu'on marque des points, il se gagne aussi parce qu'on défend bien, et je crois qu'ils l'ont en partie gagné là-dessus. Richard Ramos, vous êtes aujourd'hui donc député MoDem du Loiret et natif du Gers. Alors, mon père vivait dans le Gers, il est décédé cette année, mais grand amateur de rugby. Donc, on allait à Agen regarder le rugby. Et donc, évidemment, grand amateur de rugby parce que, à la fois, le rugby, c'est évidemment un sport, mais c'est aussi un esprit. Et je pense que cet esprit, voilà, il faut le garder. Il y a peu de sports qui gardent cet esprit-là. Donc, c'est toujours quelque chose qui dépasse même le sport, je dirais, l'après-match. Et moi qui étais chroniqueur gastronomique avant, j'aime évidemment le match, les matchs de rugby, mais l'après-match, c'est pas mal, hein. Donc, je trouve que c'est bien. Puis en politique, vous savez, on a le stade toulousain. On a l'habitude en politique, souvent, on dit qu'on est un plat de toulousain, le cassoulet, c'est souvent une petite saucisse avec plein de failles autour. Donc, on connaît ça à l'Assemblée nationale. Je vois le parallèle. Le rugby remonte vers le nord jusqu'au département de l'Aisne. Oui, tout à fait. Moi, j'ajouterais même qu'on n'a vraiment pas été aidé par l'arbitre anglais. Hein. Donc, à la fin du match, je suppose qu'ils ont dit good match, c'est ça, hein? Good game, pardon. C'est possible. Dans l'Aisne, on pratique le rugby. Vous aimez le rugby? Vous êtes agriculteur avant tout? Oui, bien sûr, j'aime le rugby, je le suis de près. Bon, on n'a plus que 2 équipes à battre et puis ça va le faire. Hein. Et j'ai pratiqué très peu, vers 18-20 ans. Et puis je n'ai pas lâché, j'ai toujours suivi le rugby. J'adore ce sport. Très collectif, j'adore. Alors, on ne va pas parler que de rugby dans cette émission. On est avant tout ici pour parler d'agriculture. Et je reviens à vous, Yannick Josion, parce que vous êtes un agriculteur. C'est vrai qu'il y a eu la carrière internationale. Donc, en rugby, vous êtes reconverti. Vous êtes toujours directeur d'une agence d'assurance. Et en même temps, vous reprenez une ferme. Expliquez-nous. Mais disons qu'il y a toujours l'exploitation familiale avec laquelle effectivement on livre du lait de brebis pour Roquefort et collecté par Sodial. Voilà, donc c'est une exploitation qu'on a conservée et que je reprends petit à petit. Je me suis rapproché géographiquement de l'exploitation pour pouvoir aider mes parents.
Et c'est vrai qu'en discutant avec pas mal d'anciennes purpanais donc qui ont fait les côtes de Purpan à Toulouse, c'est vrai qu'on essaie pour la plupart de garder l'exploitation, de continuer, de pérenniser comme on le peut, avoir une activité souvent parallèle. Parce que c'est vrai que le milieu agricole demande aussi à ce qu'on puisse se diversifier. Voilà, mais c'est important pour nous parce que quand on a du foncier, je pense qu'on a l'impression d'avoir un petit peu le monde qui nous appartient. On a du mal à s'en séparer, puis on a toujours envie de se rapprocher. Ouais, mais Yannick, vous vivez à Toulouse, vous avez été international, vous auriez pu être coach, vous êtes ingénieur, agronome, vous auriez pu faire plein de métiers et aujourd'hui vous repartez chez vous. Oui, parce que c'est un milieu où je me sens bien déjà. Et j'aime bien faire des activités de bureau, mais ça me fait du bien aussi de faire des activités un peu plus physiques. Je ne sais pas si c'est pour compenser le manque qu'il y a par rapport au terrain, mais je trouve que c'est bien de faire un peu les deux. Voilà. N'hésitez pas à réagir si vous souhaitez. Vous avez aussi une autre activité, vous montez une filière. Effectivement, racontez-nous un peu la filière ginseng. Alors c'est vrai qu'à la fin de ma carrière sportive, j'avais des possibilités de travailler, notamment avec la Société Générale, où j'avais déjà travaillé entre 2003 et 2007. Mais je suis parti plus sur le courtage en assurance. Et en parallèle, je me suis impliqué dans une société où on fait des cultures de ginseng depuis quasiment 10 ans maintenant, avec d'autres entrepreneurs sur Toulouse. Et on a aujourd'hui 7 salariés et on commercialise des compléments alimentaires à base de ginseng, associés aussi avec d'autres plantes. Et notre réseau de vente est principalement la pharmacie. Donc on a quasiment 100 pharmacies qui nous achètent aujourd'hui nos produits sous la marque Jardin Occitanie. Voilà, donc c'est un projet ambitieux parce qu'il n'y avait pas de production en France. Il y avait beaucoup d'achats de ginseng sous la forme de compléments alimentaires, mais pas de production. Et l'idée de partir là-dedans, c'était assez ambitieux au départ, mais voilà, la plupart des laboratoires et pharmaciens sont intéressés pour avoir du local. Et voilà, le fait d'avoir une connaissance sur cette culture particulière où il y a des cycles de culture qui sont très longs. Bruno. Je suis très content d'entendre ça parce que c'est une filière que dans l'Aisne, on a tenté de lancer de fin des années 90, début 2000 dans l'Aisne. Bon, ça c'était pas structuré, il y a eu plein de soucis. Et que ça reparte, je suis très content. Et d'autant plus. On a été en relation effectivement avec la coopérative en question et un consultant dont j'ai perdu le nom, mais qui avait suivi le projet. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas marché d'ailleurs? Parce que c'est compliqué, c'est une plante compliquée, c'est une plante où il faut de l'ombre et puis on ne la récolte pas l'année en cours. Il y a pas mal de paramètres. À ce que je me souvienne, déjà il y a l'investissement initial qui est colossal. Donc après il faut du retour en décalé. Et je crois que ça n'avait pas trop mal démarré, mais c'est la commercialisation derrière qui était mal implantée, est-ce que j'ai compris. Ils se sont repris même en 2 fois, les agriculteurs ont repris le système, mais ça n'a pas fonctionné. Richard Ramos, qui est ancien critique gastronomique. Non, mais on disait avec mon collègue député, en ce moment, on fait tous les week-ends, la nuit, le jour à l'Assemblée nationale, un peu de ginseng. Vous auriez une petite niche là, commerciale à faire. Donc, bienvenue à français en plus, ginseng français à l'Assemblée nationale. Ça ferait une bonne publicité. Je vous promets qu'on en boit un verre. Vous êtes le bienvenu avec mon collègue député. On en boit un verre pour en faire la pub. Parce que dès qu'il y a des produits français, nous, on est fans. C'est légal. Pas une imitation. C'est vrai qu'il y a des amendements à voter, là, pas mal. Il en reste encore beaucoup, non? Je crois quelques dizaines de milliers. Ouais, Mais... donc ça va. Il faut des fortifiants. Un article de la loi a été examiné en 8 jours sur 65. Bon, il y a donc encore ça laisse présager beaucoup de consommation de ginseng. Il y a encore beaucoup de boulot. Donc c'est une plante effectivement qui est complexe. Expliquez-nous un peu comment on la cultive. C'est une plante complexe parce que c'est vrai qu'elle a besoin d'ombre. Et je pense que le projet qu'il y avait eu dans l'Aisne au départ était sous ombrière, je dirais classique, comme l'on fait dans les vergers. Là, c'est des structures en dur qui sont financées par les investisseurs tiers. Et nous, on utilise l'espace qu'il y a dessous pour bénéficier de l'ombre. Puis après, c'est vrai que c'est une plante effectivement qui a besoin d'être suivie assez régulièrement, comme toute culture assez spécifique. Et puis sa commercialisation n'est pas simple non plus. Il faut donc quand on démarre, quand il n'y a pas de filière, il faut tout créer. Donc c'est pour ça que le projet était ambitieux. Mais voilà, on a du recul maintenant par rapport à cette culture et on a aussi un réseau de vente qui s'est mis en place. Voilà, donc il y a tout un tas de projets autour que l'on construit petit à petit. C'est vrai que la région parle beaucoup de nous, communique beaucoup autour de notre projet parce que c'est un projet innovant mais qui a du sens. Et c'est un marché qui est assez important puisque le ginseng aujourd'hui vient sous forme de poudre, de gélules de Chine, justement, on en parle, de Chine, qu'il y a une filière aujourd'hui à construire. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui?
Ce qu'on recherche, ça a été d'abord une autonomie par rapport aux semences. Parce qu'au début, il a fallu aller chercher des semences en Chine et la difficulté, c'est d'arriver à trouver les semences. Et donc maintenant, on arrive effectivement à avoir nos propres semences, à travailler par rapport à ça. Puis aujourd'hui, on recherche effectivement à commercialiser nos produits. Donc c'est des produits à base de racines, des produits à base de feuilles, à base de baies aussi, autour des graines. Donc on travaille beaucoup avec les pharmaciens, mais voilà, ça se développe petit à petit. Et c'est pas évident de prendre la place aussi de grandes marques, de grands labos bien connus des consommateurs, qui n'ont peut-être pas des produits aussi performants que les nôtres, mais voilà, il faut prendre du temps pour se faire sa place, mais en tout cas ça prend forme. Et il faut une dose de marketing, et justement, donc vous développez un Armagnac, enfin vous associez deux produits, racontez-nous. Oui, on a une gamme qui est diversifiée, et on a voulu sortir aussi un Armagnac parce que notre directeur est du Gers. Il avait cette volonté de mettre en place un Armagnac avec une racine de ginseng à l'intérieur. Il faut savoir que les Chinois aiment bien consommer des alcools avec une racine à l'intérieur. Donc déjà, il y a l'aspect esthétique qui est très sympa d'avoir une racine qui a une forme humaine à l'intérieur d'une bouteille. Puis là, on a trouvé une association en fait très intéressante avec un Armagnac 10 ans d'âge et une racine qui a 6 ans d'âge. Donc ça fait un produit de luxe, on va dire, et qu'on va mettre en avant. Ouais. Très content d'entendre un projet comme ça. Il pérennise l'exploitation familiale, il innove. Et en plus, derrière, tu parles de semences. La semence, elle fait partie des clés très très importantes. Et on a la chance d'avoir un réseau semencier français qui est super et qu'il ne faut surtout pas négliger dans vos assemblées. Richard. Oui, c'est vrai, le GNIS, il faut les aider, bien évidemment. Et puis, on voit bien qu'on est dans le prolongement de ce qu'on a fait dans la loi Egalim, c'est-à-dire des productions qui vont être à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que pour s'en sortir aujourd'hui sur des petites productions, il faut créer de la valeur ajoutée, donc dès le départ jusqu'à la fin, jusqu'au marketing. Et donc je pense qu'il ne faut pas ici essayer de confronter les agricultures entre la grande agriculture intensive ou productiviste comme certains disent et les petites niches. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et la chance qu'on a en France, c'est qu'on disait à une époque qu'on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Eh bien, l'agriculture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes qui innovent constamment dans l'agriculture française. Et on sait que pour le faire, on a une image de marque qui est l'image France. Et donc, elle s'exporte. Et donc là, on a vraiment un produit qui démarre d'un terroir, de quelques gars qui disent on va essayer de trouver une idée. Derrière, on y regarde la technicité, on y regarde de l'agrologie, on y regarde un certain nombre de choses. Et derrière, on est à l'export. Et donc, c'est exactement ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire quelque chose où on rajoute de la valeur ajoutée, on rajoute du produit, on rajoute de l'intelligence. Et donc, moi, je suis toujours très très content quand on met. Et puis en plus, quand un produit comme ça, on le met dans les bars maniaques du Gers, ça ne peut que être exceptionnel. Richard, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Pourquoi il n'y a pas marqué en gros Origine France sur les étiquettes? C'est une histoire de gros sous, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, alors on est encore en bagarre. Alors vous avez vu que sur certains produits, on a bagarré l'origine France. On a mis quelques amendements, moi j'en faisais partie, qui ne sont pas passés dans l'hémicycle. Mais il faut vraiment, parce que y a la Commission européenne qui de temps en temps nous emmerde. Mais là-dessus, il faut qu'on bagarre. Mais on va y arriver. De toute façon, ne nous y trompons pas. L'enjeu de demain, c'est l'information consommateur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a construit depuis 50 ans a été balayé. L'agriculture, c'était de la fourche à la fourchette. Après-guerre, on poussait avec une fourche, il y avait une fourchette pour le manger. C'est fini, c'est de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui devient un consommateur qui, par sa fourchette, déterminera les productions. Et donc, on a inversé la table. Et donc, c'est là-dessus qu'on se met. Et l'origine, c'est le deuxième critère après le prix. Donc moi, vous savez, ça fait 25 ans que je bagarre cette affaire-là. On va y arriver. On a avancé sur le lait, on a avancé sur la viande. Il faut continuer à avancer. Et il est anormal que même dans un produit ordinaire, notamment une pizza surgelée, on voit le logo français et on retourne et on regarde les ingrédients. Union européenne et hors Union européenne. C'est un scandale. Et c'est un scandale d'autant plus pour les plus humbles. Parce que quand on est des produits un peu de luxe, un peu à forte valeur ajoutée, on a une population qui est assez aguerrie dans cette affaire-là. Par contre, il faut qu'on protège les plus pauvres. Il faut défendre l'agriculture française. Et l'information consommateur, c'est de toute façon l'enjeu de demain. Je le dis avec une forme de gravité, mais l'application avec des gens comme Yuka, 12 millions de gens ont téléchargé Yuka,
Demain, Yuka peut être vendu à Amazon et Alibaba. L'information consommateur va balayer tout ce qu'on connaît. Va balayer les alopés, l'étiquette. C'est l'application qui déterminera l'acte d'achat. Et donc, il faut une application publique. Et 60 millions de consommateurs n'est pas une association. Ça appartient à l'État. Faisons en sorte qu'on ait une application publique. Richard Amos, avec tout mon respect, c'est une idée simple ce que vous dites, c'est du bon sens. Pourquoi c'était pas dans les EGA? Pourquoi on n'arrive pas à les idées simples à les mettre en application de suite? Parce que les députés que nous sommes, on n'est pas très intelligents. Donc on a que des idées simples parce que nous, on représente le peuple français. Et il y a toujours une tête d'œuf de techno qui veut essayer de détruire ce que le peuple français fabrique. Jean-Luc Fugit, vous approuvez? Alors, je ne sais pas si on va faire toute l'émission là-dessus, parce que je crois que l'émission, c'est qui seront les nouveaux agriculteurs. Non, je crois que ce que je voulais dire. Il a mis le doigt là où... Oui, il a mis le doigt sur un certain nombre de sujets, et on pourrait rebondir sur un certain nombre de sujets dont je m'occupe plus particulièrement, moi, à l'Assemblée nationale. Je pense notamment à la question des produits phytosanitaires, et notamment, entre autres, la question du glyphosate. Les médicaments des plantes. Et les médicaments des plantes, c'est une expression que j'ai déjà utilisée dans une de mes interventions. D'ailleurs, au passage, on pourrait prendre le temps d'interroger nos concitoyens. C'est d'ailleurs quelque chose qui va être fait et je trouve ça très bien. Aujourd'hui, si vous avez un de vos concitoyens qui a un enfant de 8-9 ans qui est à l'école et on l'appelle, on lui dit voilà, votre enfant est malade, etc. Et vous l'amenez chez le médecin et le médecin vous constate que par exemple l'enfant a de la fièvre et une rhinopharyngite. Et vous dit voilà, ben, je vous ai dit ce qu'il avait. Il vous dit rien de plus. En gros, il ne vous fait pas d'ordonnance. Vous ressortez du médecin, de chez le médecin, vous n'êtes pas très content, vous êtes d'accord? Eh bien, à un moment donné, il faut accepter l'idée que les produits phytosanitaires servent justement de médicaments, donc de protection de la plante. Or, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et à expliquer. Et je pense que ce dont on souffre en France, c'est qu'on souffre d'une certaine forme de paresse. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de comprendre les autres. Et en fait, on ne prend pas le temps de comprendre ce qu'est l'agriculture. Et aujourd'hui, l'agriculture, c'est un enjeu majeur. C'est dans notre alimentation. On a à peine 2% de la population active qui travaille dans le domaine agricole. Mais nous sommes 100% de consommateurs. Donc aujourd'hui, au lieu de se regarder avec les agriculteurs en chaîne de faïence, eh bien, il faut prendre le temps de se comprendre. Aujourd'hui, je suis d'accord avec l'idée que les choses se renversent peut-être. Mais attention quand même, que l'exigence sociétale soit là, c'est un fait. Que l'on exige, que l'on souhaite que nos agriculteurs s'adaptent, je veux bien. Mais il faut aussi et d'abord les respecter. Et pour ça, il faut les accompagner. C'est la raison pour laquelle... Moi, je le fais dans les travaux que je conduis à l'Assemblée nationale, sur les questions énergétiques, puisque je suis rapporteur de la mission sur les travaux énergétiques aussi, la production d'énergie par l'agriculture. C'est une source de revenus extrêmement importante pour l'avenir. Et donc, co-rapporteur pour la mission glyphosate. Eh bien, je crois que ce qu'il faut mettre, c'est surtout de la science dans tout ça. Et surtout sortir de la croyance. Or, aujourd'hui, je le vois avec une certaine forme de populisme vert, et j'assume mes mots, moi qui suis un écologiste progressiste, donc une forme de populisme vert dont on entend parler assez souvent, qui aujourd'hui voudrait raser gratis tout et tout le monde. Or, aujourd'hui, ces gens-là sont sur la croyance. Or, ce qu'il faut, c'est être sur la science. Or, nos agriculteurs, aujourd'hui, oui, ils ont besoin de réduire l'impact environnemental de ce qu'ils font, mais nous, on a besoin de les accompagner, de les comprendre. Et tout ça, ça va se faire sur une trajectoire progressive et surtout pas les uns contre les autres. Là, on a déjà bien bossé, on a déjà bien avancé, on avancera encore. Les nouveaux agriculteurs, c'est vous, par exemple, Bruno Cardo. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui, tout le monde communique sur son métier, ou presque. Vous communiquez, mais de façon un petit peu différente. On va le voir dans la vidéo avec dérision. Image. Un petit coup de gueule contre les abrutis qui m'ont encore volé des pommes de terre. Juste pour leur dire, c'est de la fécule, ça bouche le trou du cul. Voilà. Bah, si le CHU de Saint-Quentin pouvait me prévenir en cas de forte affluence de personnes ayant les fesses bouchées, ça me rendrait service. Des messages courts, percutants. Bah, clairement, déjà d'une pour se démarquer, parce qu'on est maintenant, c'est vrai qu'on est nombreux depuis 3 ans à parler de notre métier, à juste tout simplement à expliquer ce qu'on fait tous les jours. Pour faire très rapidement, je fais de procès à personne, mais bon, on nous a demandé en 1950 de produire. On a produit, on l'a bien fait, on a exporté. Hein. L'agriculture française est la plus durable et saine au monde. Voilà. Chapeau aux aînés. Aujourd'hui, on avait la tête dans le guidon, on a oublié de communiquer, d'expliquer ce qu'on faisait. Bon, eh ben, les gens dont vous parliez, nos détracteurs, ils ont mis le doigt dessus et ils ont balancé des contre-vérités à foison. Et il y a 2 ans, je me suis dit, mais mince, on ne peut pas laisser dire ça. Allez, je vais le faire. J'aurais jamais cru en arriver là, hein, jamais. Hein. Mais c'est tout, allez, je vais le faire, je vais expliquer, juste tout simplement. Et on est nombreux à le faire. Et on doit être ambassadeurs, les premiers ambassadeurs. Voilà, je pense que c'est tout simple à faire. Yannick Josion, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'agriculture, son évolution? On voit qu'elle essaie de s'adapter de mieux en mieux aux consommateurs. Comment vous le percevez?
Oui, c'est pas évident pour les agriculteurs parce qu'ils sont pointés du doigt, puis finalement, je pense qu'ils ont besoin de conseils. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et pour discuter aussi avec les centres expérimentaux, en fait, ils ont des consignes en même temps que les agriculteurs aussi ont des consignes. Donc on a du retard par rapport à tout ce conseil qu'on pourra apporter aux agriculteurs, justement pour faire évoluer les méthodes de culture. Donc c'est vrai que moi personnellement, je suis plutôt pour essayer d'éviter un maximum de médicaments, mais chacun peut avoir ses méthodes de culture, je dirais, parce qu'il y a des besoins pour tout le monde. Mais je trouve que c'est le conseil qui manque auprès des agriculteurs pour travailler différemment. Et plus on va vers une compréhension du sol, plus c'est difficile, parce que le sol, c'est un complexe qui est difficile à entendre, à comprendre. Donc voilà, il y a besoin de matière en ce sens-là. C'est ça qui est important. On a des agricultures différentes, on a une centaine d'agricultures différentes. Pourquoi? Parce que nos grands-parents se sont adaptés au sol, à leur environnement, à leur climat. Donc on a produit des différents produits et on a répondu à des marchés. Aujourd'hui, on a 7,5% des surfaces qui sont en agriculture biologique. Raisonnablement, pour remonter à 10%. Mais si on dépasse ces 10%, ce que j'entends dire dans un ministère, le loi de l'offre et de la demande, cours de seconde, c'est tout. La valeur ajoutée sera plus là. Pas 10%. Et le marché bio va s'écrouler. C'est 20% de bio qu'il faut faire dans la loi, justement. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Allez-y, prenez la parole. Si je peux me permettre. Ce qu'on a mis dans la loi, c'est le 20%, c'est l'histoire de la restauration collective, où il faut 50% de produits locaux, dont 20% de produits bio. D'accord. Aujourd'hui, c'est 7,5% actuellement dans la surface agricole utile qui est en bio, ce qui représente à peu près 10% des exploitations, un nombre d'exploitations. Et l'objectif, c'est d'arriver, un des objectifs qui a été fixé, c'est d'arriver à 15%. En réalité, je ne suis pas certain que ce soit vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est un peu ce qu'on a dit les uns et les autres. C'est aujourd'hui d'accompagner nos agriculteurs dans cette transition agroécologique qui inclut les questions d'énergie dont je parlais tout à l'heure et qui permet de réduire l'impact environnemental de ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité. C'est d'abord les êtres humains qu'il faut sauver. Quand on dit la planète, elle n'a pas besoin de nous pour se sauver. Par contre, les êtres humains, c'est nous qui devons réfléchir un petit peu à ce que nous faisons. Et en fait, je crois que chacune et chacun d'entre nous, les citoyens, quand nous prenons notre carte bancaire pour faire des achats alimentaires, nous avons la possibilité de faire un acte militant. Et l'acte militant numéro 1, c'est déjà d'acheter des produits français. Alors certes, il faut accompagner, il faut la traçabilité, on y travaille avec la proposition de loi sur la traçabilité, etc. Mais il faut aussi de temps en temps prendre le temps de choisir. On peut le faire assez facilement sur certains produits comme la viande. On peut voir si une viande est d'origine française ou est d'origine, si je prends par exemple des côtes d'agneau qui viennent, puisqu'on parlait de rugby de Nouvelle-Zélande, par exemple, et que j'ai à côté de ceci des françaises, moi je pense qu'il vaut mieux en prendre moins et peut-être favoriser les françaises. C'est aussi ça. Après, je crois qu'il y a une évolution aussi importante dans les lycées agricoles. Je pense que moi je crois beaucoup à la formation. Bon, je suis un ancien pédagogue, donc avant d'être député, j'essaie toujours de l'être un petit peu pédagogue, mais voilà, un fils de paysan, mais aussi un pédagogue. Et je crois beaucoup à l'éducation et je pense que dans les lycées, il faut qu'on mette le paquet pour accompagner nos jeunes. Il faut donner envie de faire ce métier, parce qu'on en a vraiment besoin. On n'est pas là pour faire plaisir. De relève, hein. On a besoin de relève. La moitié des agriculteurs. Exactement. Dans les 7 ans, là. C'est ça, on a besoin de relève et on a besoin de leur donner des perspectives. Et alors, je crois même pouvoir dire, je crois que les agriculteurs ont besoin, entre guillemets, qu'on les aime. Qu'on soit bienveillant avec eux et à la fois exigeant. Donc l'exigence, je crois que la société, elle l'a formulée assez fortement à travers la question des produits phyto. Maintenant, il faudrait aussi mettre beaucoup plus de bienveillance, essayer de comprendre. Je vois quand on fait l'opération de ferme en ferme, moi je le vois, les arboriculteurs de ma circonscription, au sud du département du Rhône, à la fois rurale et urbaine, les journées où il y a les arboriculteurs qui font ferme ouverte, moi je leur ai conseillé de prendre le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était qu'un traitement, les traitements, etc., etc. Et dès qu'on commence à rentrer dans le détail, il y a pas mal de gens qui disent « Ah ben oui, mais en fait, ils font pas n'importe quoi, nos agriculteurs. » Je vais citer ça, c'est important. Je vais citer Pascal Perry. Quand je soigne des plantes, je soigne les hommes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Richard Ramos, je vous ai peu entendu par rapport d'habitude au débat. Si, non, mais quand on t'interroge, sur le bio, il y a un vrai danger sur le bio, c'est que les paysans doivent garder la valeur ajoutée. Et donc là, aujourd'hui, la grande distribution est en train de vouloir s'approprier le bio. Ils vont attirer des paysans et une fois qu'ils représenteront 15-20% de leur chiffre d'affaires, ils vont essayer de faire comme avec le conventionnel, de les tirer vers le bas. Et le bio deviendra conventionnel. Et le bio deviendra conventionnel. Donc, gardons de la valeur dans le bio parce qu'aujourd'hui, le consommateur français
a envie de mettre un peu plus cher parce qu'il mange bio. Donc ne montons pas trop vite, je dirais, sur ces affaires-là. Faisons vivre la haute valeur environnementale, le bio, et surtout que les paysans gardent la valeur ajoutée. C'est valable également dans l'énergie sur les méthaniseurs. Il faut que dans les projets de méthanisation sur nos territoires, ça soit le paysan qui maîtrise les méthaniseurs et qui maîtrise le gain qu'il peut y en avoir. Et donc attention, on est en pleine mutation, mais on doit toujours penser que c'est le paysan qui, encore une fois, il y en a beaucoup qui vivent avec moins de 350 € par mois. C'est lui qu'il faut défendre. Et dans les allées, on voit partout des labels. Tout le monde lance son label aujourd'hui, son signe distinctif. On ne va pas noyer le consommateur. Quand je vous disais, chacun tire la couverture à soi. Quand je vous disais tout à l'heure que 50 ans va être balayé, l'étiquette, les labels, tout ça, par l'application. Demain, vous aurez dans votre smartphone, c'est vous qui choisirez ce que vous avez envie de mettre en fonction de vos propres critères. Et vous scannerez le produit et ça vous dira une note de 1 à 20 sur vos critères. Mais ça doit être public. C'est-à-dire on ne doit pas laisser, on doit tous travailler ensemble, la grande distribution, les industriels et le monde agricole, pour faire une grande application publique. Et comme ça, on aura des indicateurs qui sont sûrs et fiables et on servira des scientifiques pour avoir des valeurs fiables. Il y a une notion très importante, je peux me permettre de rajouter, c'est le timing. Pourquoi on m'enlève des molécules très utiles dans les 1 an et pourquoi on dit à la filière automobile on peut garder le diesel encore une dizaine d'années. Parlons-en du nous, timing. on n'a pas le temps. Justement, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de conclusion, peut-être Yannick. On est bien parti pour 2023 ? 2023, oui, on a 4 ans devant nous, un cycle de 3 ans, pardon. On a démarré la 4e année de ce mandat, un peu comme un cycle de culture de ginseng, voilà. Donc c'est à la fois long mais court, et c'est vrai qu'il y a du potentiel, mais c'est intéressant parce que ça donne une dynamique, de la confiance à tout le monde, et puis on parle de filière, et du coup là c'est la fédération et tous les clubs en France, le rugby amateur. Ça c'est important parce que les enfants ils ont envie de rêver, et ils ont envie de voir des seniors qui sont performants et compétitifs à l'échelle mondiale. Donc voilà, c'est un bel exemple. Yannick Josion, Bruno Cardo, Richard Amos, Jean-Luc Fugit, merci beaucoup et surtout merci à vous.